La famille Porco est composée de Peter Porco, sa femme Joan Porco et de leurs 2 fils Christopher et Jonathan. Ils vivent tous les 4 au 36 Brockley Drive dans la ville de Delmar à New York. Ils ont une belle maison, les parents travaillent tous les 2. Peter est greffier à la cour d'appel et sa femme Joan travaille comme orthophoniste. Ils sont mariés depuis 30 ans. Jonathan, lui, est un officier de la marine américaine. Au moment des faits, il ne vit pas avec ses parents. Il est à ce moment-là en Caroline du Sud. Son frère Christopher, alors âgé de 21 ans, lui se trouve à environ 230 km du domicile de ses parents, car il étudie à l'université de Rochester et il dort là-bas au campus la semaine. Leur belle vie de famille basculera et sera détruite à tout jamais en novembre 2004. Le lundi 15 novembre 2004, Peter ne s'est pas présenté à son travail, ce qui est étrange sachant que Peter est quelqu'un de responsable, de fiable qui aurait prévenu s'il avait eu un empêchement. Finalement, un collègue se présentera au domicile des Porco pour vérifier s'il n'y a pas de souci, si tout va bien. Malheureusement, une fois sur les lieux, il fera une macabre découverte. En effet, à l'intérieur de la maison, près de la porte d'entrée, il vit à travers la vitre de la porte Peter, allongé au sol, inconscient. Il gisait dans une énorme mare de sang. La police locale de Bethlehem a été immédiatement contactée. Du renfort est arrivé sur les lieux ainsi que des ambulanciers. Et ils ont rapidement confirmé le décès de Peter Porco. Il avait subi de graves coups à la tête. Ils ont ensuite commencé par fouiller la maison et il y avait du sang partout. C'était une véritable scène d'horreur. Il y avait du sang à la porte d'entrée, dans la cuisine, dans le couloir, aux escaliers, dans la salle de bain, partout. Les enquêteurs se sont ensuite dirigés à l'étage. Ils ont été dans la chambre du couple et c'est là qu'ils ont découvert Joan Porco. Joan était couchée dans le lit et elle était également couverte de sang. Elle aurait aussi subi des coups à la tête, mais Joan semblait toujours en vie. Elle s'accrochait à la vie. Elle a alors été emmenée à l'hôpital. De là, elle a été placée dans un coma artificiel et elle a pu subir une intervention chirurgicale d'urgence. Joan survivra à ses blessures, mais restera partiellement défigurée. La police a ensuite pu commencer son enquête. Que s'est-il passé? Pourquoi une telle violence? Qui a attaqué ce couple chez eux? Et surtout, pourquoi? Pour quelles raisons? En premier lieu, le couple aurait été attaqué dans la nuit du 14 au 15 novembre, alors qu'ils étaient dans leur chambre, dans leur lit, dans leur sommeil, en train de dormir. Lors de la fouille de la chambre, ils ont découvert une hache. Cette hache semblait au premier abord être l'arme du crime, elle était couverte de sang et celle-ci appartiendrait à la famille Porco. Peter et Joan ont été attaqués avec une hache, ils ont été attaqués avec leur propre hache. Et ils ont reçu de nombreux coups. Peter aurait reçu en tout 16 coups de hache et pourtant il n'est malheureusement pas mort tout de suite, car si on a retrouvé Peter en bas à l'entrée et qu'il y avait des traînées de sang partout dans la maison, c'est car selon les enquêteurs, Peter se serait bien fait attaquer dans son lit, mais il aurait ensuite réussi à se lever de son lit et il aurait tourné un peu partout dans la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain, puis il se serait effondré en bas. Il aurait perdu énormément de sang et aurait vraiment succombé de ses blessures plusieurs heures plus tard. C'est vraiment horrible. Lors de la poursuite de la fouille de la maison, les enquêteurs ont découvert que le système d'alarme a été désactivé, le téléphone fixe a été coupé et une fenêtre était cassée. Cette fenêtre cassée a conduit les enquêteurs sur la piste du cambriolage qui a mal tourné. Cependant, rien ne semblait avoir été volé dans la maison. Le portefeuille de Peter et celui de Joan étaient toujours là. Tous les appareils électroniques et objets de valeur étaient aussi présents, ils n'ont pas été volés. Joan portait elle toujours ses bijoux, donc ça semble incompatible avec un cambriolage. Leurs 2 fils ont ensuite été avertis du drame, vu qu'ils étaient à des centaines de kilomètres du domicile de leurs parents. Christopher, qui était alors à son université, aurait été informé de l'attaque de ses parents selon ses dires par un journaliste de Times Union. Il a alors décidé d'appeler la police pour en savoir davantage.
Lors de cet échange téléphonique, la police lui aurait dit que son père avait été tué et que sa mère s'accrochait à la vie. D'après ce que j'ai lu dans cet appel, Christopher semblait détaché. Après, il est probablement sous choc, c'est normal, mais apparemment dans cet appel, on ne ressentait aucune émotion, aucune détresse. Il ne demandait pas comment ses parents aient été attaqués, rien. Le soir même, après avoir appris la nouvelle, il a décidé de quitter son école et il est retourné à Delmar, dans la ville de ses parents. Alors le premier suspect dans cette affaire fut un homme qui était en conflit avec Peter, qui était en brouille. Cet homme aurait été jusqu'à le menacer, mais il avait un solide alibi, alors ce premier suspect fut écarté. Un autre suspect fut un oncle de Peter. Cet oncle se nomme Frank Porco. Frank Porco aurait été condamné à 2 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds. Il aurait aussi eu des différends avec Peter et il l'aurait également menacé. Frank ferait partie du Bonanno Crime Family. Cette organisation serait en fait une des plus grandes mafias américaines. Donc la police a fait le lien avec tous ces éléments, mais Frank a été écarté comme suspect car il avait également un solide alibi. Au final, l'enquête a commencé à se tourner vers Christopher, le fils cadet de la famille. Je vais vous parler un peu maintenant de Christopher, de son parcours, de son caractère, pour un peu le cerner. Pendant des années, Christopher racontait à ses amis, à ses camarades de classe, qu'il venait d'une famille riche, d'une famille aisée. Il disait que sa famille avait des biens immobiliers, avait des maisons de vacances en bord de mer, mais c'était totalement faux. Il mentait, il n'en était rien. Sa famille ne possédait absolument pas de tels biens. Parfois, ses amis demandaient du coup à aller voir, à aller visiter ces fameuses maisons de vacances, mais Christopher avait toujours une bonne excuse pour ne pas y aller, pour ne pas les emmener. Christopher avait aussi des tensions avec ses parents, notamment au sujet de l'argent. Il aurait contracté un prêt ainsi qu'une marge de crédit en imitant la signature de son père, en le mettant en tant que co-signataire. De base, il devait utiliser ce prêt pour payer ses frais de scolarité, mais il aurait utilisé près de 17 000 $ de ce prêt pour s'acheter une Jeep jaune. À l'école, ça n'allait pas trop bien non plus. Il a déjà été viré de son université de Rochester en raison de ses mauvaises notes. Il est ensuite allé dans un collège communautaire, mais ça n'a pas été non plus. Il a aussi été viré de ce collège. Au final, il a réussi à être réadmis à l'université de Rochester à l'automne 2004. Il aurait alors de nouveau fait un prêt de 31 000 $ pour payer ses frais de scolarité. Et il aurait été réadmis à cette université car celle-ci aurait regardé ses relevés de notes du collège communautaire et ils l'ont accepté comme ses notes étaient correctes. Mais ces notes étaient en fait falsifiées, il aurait falsifié son bulletin de notes. Concernant ses frais de scolarité qu'il n'a toujours pas payés, on ne sait pas ce qu'il a fait de ces 31 000 $, probablement en nourriture, en boisson, en alcool, pour sa voiture aussi et pour d'autres choses. Mais il aurait menti à ses parents en disant que c'était l'école qui couvrait ses frais de scolarité car l'école aurait fait une erreur. Soi-disant, l'école aurait perdu en fait un examen à lui, un examen final, et pour cause de cette erreur, l'université couvrait la totalité de ses frais de scolarité pour, disons, dédommager. C'est un peu gros comme excuse, je ne sais pas si ses parents l'ont cru, mais en tout cas c'est faux. L'école n'a absolument pas payé ses frais de scolarité, c'est à lui de le faire, et encore une fois, il ne l'a pas fait, malgré tous les prêts qu'il a contractés. En plus de ça, Christopher, il volait. Il aurait volé l'ordinateur portable de son colocataire du campus, car l'ordinateur de son colocataire aurait disparu, et quelques temps plus tard, Christopher se serait soudainement retrouvé avec exactement la même marque, le même modèle d'ordinateur. Des ordinateurs et des caméras ont aussi été volés chez ses parents à l'été 2003. Au début, ses parents soupçonnaient un cambriolage, mais après leurs doutes se sont tournés vers Christopher, car une fois l'ordinateur volé, le même modèle s'est retrouvé en vente sur le compte eBay de Christopher. Car en fait, Christopher avait mis au point un stratagème sur le site eBay pour arnaquer des gens. Cette arnaque consistait simplement à vendre ses ordinateurs et ses appareils photo volés, sauf que la plupart du temps, il percevait l'argent et n'envoyait aucun article. Lorsqu'il recevait des emails indiquant que les articles n'étaient pas expédiés, il se faisait alors passer pour son frère aîné Jonathan, et en se faisant passer pour son frère, il disait que son jeune frère Chris avait mis ses articles à vendre, mais qu'il était décédé depuis
qu'il ne savait donc pas où étaient ces articles et qu'il ne pouvait donc pas les envoyer. Il ne pouvait tout simplement pas honorer la vente. Il faisait tout pour garder l'argent et ne pas rembourser l'acheteur. Et garder aussi les articles par la même occasion. Donc je ne sais pas si son arnaque fonctionnait vraiment, je trouve ça pas trop convaincant, mais il tentait par tous les moyens de percevoir l'argent, de garder l'argent et de garder les articles. Au final, son compte eBay a fini par être bloqué. Christopher travaillait aussi dans une clinique vétérinaire en parallèle de l'université et il aurait aussi volé encore une fois des ordinateurs sur son lieu de travail. Il aurait aussi volé un appareil photo ainsi que le téléphone portable d'un vétérinaire pour les vendre également sur eBay. C'est incroyable. Et on aurait ensuite retrouvé le téléphone du vétérinaire chez Christopher dans un coffre-fort. À ce moment-là, Christopher aurait aussi rencontré un professionnel de l'investissement pour recevoir des conseils financiers pour continuer à gagner de l'argent à tout prix. Les choses se sont détériorées entre Christopher et ses parents environ 2 semaines avant le drame. Ses parents ont en fait découvert que Christopher n'avait pas payé ses frais de scolarité. Ils ont découvert que Christopher falsifiait la signature de son père et le mettait en tant que co-signataire sur les prêts. Peter et Joanne ont alors tenté de contacter leur fils par téléphone suite à ces découvertes, mais Christopher ne répondait pas et il ne rappelait pas derrière. Peter a fini par envoyer à son fils un email dans lequel il le réprimandait en disant qu'il était malhonnête, qu'il ne devait plus recommencer, qu'il devra contacter la banque, mais il a ajouté qu'il restait le bienvenu dans la maison familiale pour résoudre ses problèmes et que même si lui et sa femme sont déçus de ses actes, il l'aimait toujours et se souciait de lui et de son avenir. C'est triste car ses parents semblaient vraiment très soucieux de leur fils. En tout cas, voilà un peu comment était Christopher, comment était son comportement envers ses parents, envers l'argent. Il avait l'air d'être un jeune très compliqué, pas très honnête. Et donc la police a fini par se concentrer sur son cas et l'enquête s'est tournée vers lui. Lui, il a dit qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire et son alibi est qu'il était simplement à son université de Rochester et qu'il avait dormi au campus la nuit du drame du 14 au 15 novembre et que c'est seulement le matin du 15 qu'il a été informé du drame. Sauf que son alibi tient pas trop la route pour 2 raisons. La première raison, c'est que ses camarades du campus ont été interrogés et ils ont affirmé ne pas avoir vu Christopher cette nuit-là. Ils ne l'auraient pas vu au campus, ils ne l'auraient pas vu dans son lit, Christopher n'était pas là quoi. En tout, 9 camarades auraient dit la même chose. La seconde raison est la Jeep jaune de Christopher. Je m'explique. Les caméras de surveillance de l'université ont été visionnées par la police et ils ont découvert quelque chose de très intéressant. Dans la vidéo du parking de l'université, on voit une Jeep jaune quitter l'université vers 22h30 le 14 novembre et revenant seulement le lendemain matin, le 15 novembre à 8h30. La même voiture que possède Christopher. Mais je n'ai pas lu de précision si les enquêteurs ont pu bien identifier qu'il s'agissait bien de Christopher sur la vidéo et s'ils ont pu identifier la plaque d'immatriculation. Aussi, un voisin de Peter et Joanne Porco aurait vu la Jeep jaune dans l'allée du domicile des parents le soir du drame. Christopher serait donc parti de son université et il aurait été présent le soir du drame chez ses parents. En plus, sa voiture, c'est une grosse Jeep et elle est jaune, donc il y a peu de chances que ce voisin se trompe. Suite à ça, les enquêteurs ont étudié les horaires où la voiture part et revient de l'université pour voir si Christopher aurait eu le temps de commettre le crime si c'est compatible. Et effectivement, il aurait eu le temps. Il aurait eu le temps de quitter l'université à 22h30, de faire les 3 heures de route aller, d'arriver chez ses parents, de commettre le meurtre, puis de repartir, faire les 3 heures de route retour et d'arriver à son école à 8h30, ni vu ni connu, c'est tout à fait réalisable. Et tout ça en partant en douce et en pensant que personne dans le campus ne l'a vu partir. Autre élément, comme vous le savez, le système d'alarme, le système de sécurité de Peter et Joanne a été désactivé le soir du drame. En fait, il a été cassé, on a essayé de le détruire, mais la police a pu voir malgré tout que ça a été désactivé manuellement. Le fait de casser le système a pour but de faire croire que c'est un inconnu qui ne connaît pas le code mais qui a malgré tout essayé de casser l'alarme pour entrer dans la maison. Sauf que le code a été entré à 2h14 du matin
Donc c'est quelqu'un qui le connaît, qui a pu désactiver cette alarme, mais qui connaît ce code à part la famille? Jonathan aurait déclaré que seules quelques personnes connaissaient le code du système d'alarme et que son frère Christopher était l'un d'entre eux. La ligne téléphonique a ensuite été coupée à 4h59. On peut alors déduire que Peter et Joanne ont été attaqués entre 2h14 et 4h59. Et l'horaire concorde parfaitement, tout concorde en fait. Christopher part vers 22h30 de son université, il arrive vers 2h du matin pour désactiver l'alarme à 2h14. Il commet le meurtre et avant de partir, il casse une fenêtre et il casse le système d'alarme pour faire croire à un cambriolage. Une autre preuve prouve que Christopher était bien au volant de sa Jeep cette nuit-là, à cette plage horaire, c'est en fait un péage. Christopher aurait passé un péage et on l'aurait enregistré donc à ce péage le 14 novembre vers 22h45. Et dans sa voiture, on aurait aussi retrouvé son ticket de péage qui confirme également l'horaire. Il était donc bien sorti du campus avec sa voiture le soir du drame. Face à tous ces éléments, Christopher Porco a été arrêté pour le meurtre de son père et la tentative de meurtre de sa mère fin 2005 et le procès a eu lieu en août 2006 dans le comté d'Orange dans la région d'Albany, près de 2 ans après les faits. Nous allons essayer de retracer ce procès et nous allons commencer par la défense. Les avocats de Christopher Porco sont Terence Kindlon et Lori Shanks et ils ont défendu leur client en soutenant que l'accusation n'avait aucune preuve médico-légale ni aucune preuve matérielle liant Christopher au crime, mis à part le ticket de péage avec son ADN dessus. Et c'est vrai car ces empreintes n'ont pas été retrouvées sur la hache ayant servi à l'attaque, il n'y a eu aucun sang retrouvé dans la voiture de Christopher et il n'y en avait pas non plus sur ses vêtements. Maintenant, voici les éléments contre Christopher qui ont été soulignés lors du procès. Déjà, certains des camarades de Christopher ont témoigné qu'ils ne l'avaient pas vu dormir au campus le soir du drame. Nous avons aussi le témoignage du voisin qui a vu une Jeep jaune dans l'allée du domicile de Peter et Joanne Porco la nuit du drame. Nous avons aussi les personnes travaillant au péage qui ont déclaré se rappeler avoir vu une Jeep jaune et ils se sont souvenus avoir vu Christopher comme conducteur. Et nous avons aussi le chien de Peter et Joanne Porco. En fait, il possède un chien et ce chien n'a pas aboyé le soir du drame. Il aurait aboyé normalement si un intrus serait rentré. Donc peut-être que le chien connaissait bien la personne qui est rentrée le soir du drame. Nous avons également un témoignage important de l'employeur de Christopher, un vétérinaire qui a précisé avoir formé Christopher au nettoyage après une opération sur un animal. Ce témoignage est important car il a permis à l'accusation d'expliquer comment Christopher a pu nettoyer sa voiture et donc qu'on n'ait retrouvé aucune trace de sang dans son véhicule. Concernant ces vêtements sur lesquels on n'a retrouvé aucun sang, ils ont admis l'hypothèse qu'il ait pu jeter ses vêtements dans un sac et que ce sac a été jeté au bord d'une route. L'accusation a ensuite souligné les tensions qu'il avait avec ses parents ainsi que ses problèmes financiers. Enfin, ils ont fait savoir que Christopher est atteint de troubles mentaux. Christopher serait atteint de psychopathie et de sociopathie. Cela explique ses nombreuses tromperies, son manque de remords et de conscience. Voilà les éléments qu'a porté l'accusation lors du procès. Maintenant, attention, élément qui risque de vous surprendre. Pendant l'enquête et le procès, Joanne était toujours aux côtés de son fils. Sur cette photo, c'est bien la mère et son fils Christopher qui sont ensemble au procès. En fait, Joanne est convaincue de l'innocence de son fils, elle l'a toujours soutenu, elle est convaincue que ce n'est pas son fils qui a tenté de la tuer et qui a tué son mari. Pourtant, on a quand même pas mal de preuves accusant Christopher, mais c'est une mère, soit elle a raison, soit elle est dans le déni. Ce drame lui a quand même fait perdre brutalement son mari, elle reste légèrement défigurée et elle a perdu l'usage de son œil gauche. Après, c'est normal qu'elle n'y croit pas. Comment peut-on imaginer que notre enfant puisse vouloir mettre fin à notre vie? Ce qu'il faut également savoir à son propos, écoutez bien, c'est que quand elle a été retrouvée chez elle après l'attaque, pendant qu'elle était en train de se faire prendre en charge par les ambulanciers, elle aurait dit à un enquêteur, l'enquêteur Christopher Bodish, que son fils Christopher était le responsable de cette attaque. Elle aurait dit que c'était son fils Christopher qui les avait attaqués. Mais elle ne savait pas trop s'exprimer, c'est normal, elle venait de se faire brutalement agresser.
mais elle disait que c'était quelqu'un de sa famille. Alors l'enquêteur a demandé si c'était son fils Jonathan. Elle secoua la tête pour dire non, et lorsqu'on lui a demandé si c'était son fils Christopher, elle a hoché la tête pour dire oui. Cet échange a eu lieu devant les ambulanciers, comme ils en témoigneront également plus tard. Mais après s'être réveillée de son coma artificiel, elle a affirmé n'avoir aucun souvenir de l'attaque et elle affirme ne pas avoir dit à l'enquêteur que Christopher était le responsable. Elle aurait nié, elle serait revenue sur ses paroles. Au final, pendant toute l'enquête, elle aurait défendu son fils. Elle a demandé aux enquêteurs de laisser son fils tranquille. Elle les aurait accusés d'avoir bâclé l'enquête. Elle a aussi réuni les 250 000 $ de caution pour libérer Christopher lors de son arrestation. Lors du procès, quand elle a été à la barre, elle a nié que son fils était mentalement malade. Et elle a également témoigné en disant qu'il pouvait s'agir en fait d'un étranger. Le mois précédant l'attaque, elle avait peur car à 2 reprises, un étranger était présent dans son entrée de domicile, dans son allée. Une personne qui venait face à son domicile, une fois la nuit et une fois pendant la journée, probablement pour guetter. Elle a déclaré que la police n'avait jamais donné suite à cela, ne l'avait jamais interrogé à ce sujet et ne lui avait jamais demandé la description de cette personne. Alors je n'ai pas à remettre son récit en cause, probablement c'est vraiment arrivé, mais ne mentirait-elle pas pour peut-être protéger son fils et diriger l'enquête vers un autre suspect, ou peut-être c'est vraiment arrivé. Et enfin, elle aurait aussi contesté les dires selon lesquels elle et son mari avaient une mauvaise relation avec leur fils en raison de problèmes financiers. Concernant son frère Jonathan Porco, il est également présent lors du procès et il s'est présenté à la barre. Mais Jonathan, lui, semblait pas trop soutenir son frère. Il avait en fait un comportement glacial envers Christopher. Il ne l'aurait absolument pas regardé et il aurait décrit leur relation comme tendue. Le 10 août 2006, Christopher Porco a été reconnu coupable du meurtre de son père et de la tentative de meurtre sur sa mère. Il a été condamné à 50 ans de prison. À ce jour, il est incarcéré au centre correctionnel de Clinton à Dannemora à New York. Il a fait appel de sa condamnation, mais ses appels ont été rejetés. Il sera éligible à la libération conditionnelle en 2052. Il aura alors 69 ans. Il avait 21 ans lors du drame et aujourd'hui il est âgé de 37 ans. En novembre 2020, cela fera 16 ans qu'il est en prison. Personnellement, je pense que Christopher est bien le coupable. Il a malheureusement tué son père et tenté de tuer sa mère. S'il n'y a pas d'ADN sur la hache, probablement il a mis des gants. S'il n'y a pas de sang sur ses vêtements, peut-être il avait d'autres vêtements et les a jetés au bord d'une route. Et pour la voiture qu'il n'y avait pas de sang, peut-être effectivement il a bien nettoyé. Je ne sais pas. Je ne sais pas car c'est vrai qu'on n'a pas trop d'éléments directs, d'éléments concrets. On a le premier témoignage de la mère, on a la caméra de surveillance du parking de l'université, on a le témoignage du voisin, on a le ticket de péage avec son ADN. Soit au final pas grand-chose qui tient la route pour une enquête pour meurtre. Enfin, la question que l'on peut se poser est pourquoi les aurait-ils tués ? Eh bien, le motif du meurtre reste encore aujourd'hui un mystère. Mais après, comme vous le savez, 2 semaines seulement avant le drame, ses parents avaient découvert que Christopher leur mentait. Ils ont découvert qu'il avait imité la signature de son père. Ses frais de scolarité n'étaient pas payés. Peut-être qu'il allait donc encore se faire virer de l'université. Il avait accumulé près de 40 000 $ de dettes. Et sa petite amie aurait aussi témoigné et elle aurait dit « Il m'a dit qu'il s'était disputé avec ses parents au sujet de l'argent et des notes scolaires et que s'il ne remontait pas ses notes, il devrait être transféré dans une université publique, donc peut-être il ne voulait pas que ses parents le changent d'école. Aussi, il n'était plus du tout en contact avec sa famille les 2 dernières semaines avant le drame et apparemment ses parents avaient une police d'assurance vie s'élevant à 2 millions de $. Donc voilà les raisons qu'on suppose qui l'auraient poussé au meurtre. Sa mère, elle croit toujours en son innocence. Elle aurait vendu aujourd'hui la maison familiale. Je pense que c'est normal, il y a eu l'horreur dans cette maison. Aujourd'hui, elle vivrait avec son frère à Fairport dans le comté de Monroe. C'est tout pour cette affaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.